On a là effectivement deux témoignages, en fait, deux histoires, de parcours par rapport au groupe d'entraide qui sont extrêmement intéressants, qui sont différents, mais il y a quand même des points communs. Il y a effectivement le fait à un moment donné d'observer comme quoi il manque quelque chose. Et puis là, il y a une initiative comme ça, une impulsion qui nous prend me dire mais il faut faire quelque chose. C'est ce que me disait tout à l'heure Véronique, c'est vraiment de pouvoir se dire je ne vais pas me laisser aller, je vais faire quelque chose, d'être entrepreneur aussi par rapport à une situation difficile. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est incroyable de réussir dans des moments difficiles comme ça à prendre sur soi et à créer en fait, et à être créatif. Là, on a vraiment deux exemples extraordinaires, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, et ça peut-être, Véronique, toi qui as l'occasion de recevoir les personnes qui ont des idées de créer un groupe, ça prend pas toujours. La mayonnaise, elle prend pas toujours, où les gens se sentent un peu démunis. Comment ça se passe? Parce que là, on a deux exemples qui ont bien marché, en fait, ou peut-être que vous ne nous avez pas expliqué les côtés peut-être plus compliqués de la création du groupe, mais peut-être venons un petit peu sur ces étapes-là. Comment au départ, effectivement, une personne qui vient en disant « Bon, moi j'aimerais bien créer un groupe où je sens qu'il manque quelque chose », est-ce que ça marche à tous les coups? Alors non, ça ne marche pas forcément à tous les coups. C'est vrai qu'un groupe à soi tout seul, c'est pas un groupe, il faut être plusieurs. Et puis c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui ont la même chose. Il y a vraiment un certain isolement qui caractérise des personnes qui apprennent un diagnostic et qui leur arrive une situation de vie et qui ont l'impression d'être toutes seules. Il n'y a qu'à elles que cette situation arrive. Et ça, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément toujours le réflexe de regarder, de se dire je ne suis peut-être pas seule, il y a peut-être d'autres gens qui ont besoin, qui vivent la même chose et j'aurais besoin de les rencontrer. Donc, il y a vraiment un frein, je dirais, qui existe encore pour les personnes de ne pas se renseigner sur ce qui existe, sachant que ce n'est pas non plus une démarche qui est facile d'aller vers les autres. Voilà. Est-ce que peut-être quelqu'un dans la salle a une expérience à nous partager par rapport à cette... Il y en a. Il y en a Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si Lamia, Laura, vous voulez vous exprimer. Il y a madame aussi, peut-être, mais... Et puis d'autres, peut-être. Je ne connais pas tout le monde non plus. Parce que cette étape-là, elle est cruciale quand même. Laura? Oui, bonjour. J'ai essayé d'ouvrir un groupe, le groupe des émotifs anonymes à Bénévole-Lavaux, à l'avenue Rochonnet. Et il y a eu un petit groupe qui s'est formé durant quelques mois, entre 3 et 5 personnes. Et puis tout à coup, plus personne. Donc comme j'avais déjà essayé d'actionner ce groupe moi seule pendant 4 ans, et cette 5e année, là, j'ai dit je laisse tomber, quoi. Peut-être qu'une fois ça se réveillera, mais on ne peut pas faire venir quelqu'un qui est pas, quoi, qui dort, quoi. C'est pas possible. Voilà, ça c'est mon expérience, mais j'ai été vraiment ravie de l'accueil que m'a fait Bénévole-Lavaux avec la personne Véronique Guiman ici. C'était vraiment fantastique. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe n'existe plus? Il existe en principe parce qu'il est dans tous les pays francophones et autres. Et en Suisse allemande aussi. Oui. Mais alors, est-ce que peut-être Angela ou Anne, vos groupes qui fonctionnent, est-ce qu'il y a une solution miracle ou qu'est-ce que vous faites de particulier qui fait que peut-être le groupe résiste? Juste le micro. Solution miracle, non, je pense qu'il n'y en a pas. Pardon, merci. Le fait d'arriver au bon moment, je pense, c'est déjà une chose qui ne nous appartient pas forcément, mais qui fait partie du jeu. Et après, c'est vrai que de faire vivre une association, c'est un gros investissement. Il ne faut pas le cacher, l'îlot a grandi très vite. En 4-5 ans, on est arrivé à presque 100 adhérents.
Ensuite, on est arrivé à 110. Bon, alors ça fait plus de monde parce qu'il y a aussi famille, couple, voilà. Mais on a eu une baisse de régime, il faut le reconnaître, il y a 3 ans, comme ça, je dirais. Et là, on s'est franchement demandé, mais pourquoi ? Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un grand changement. Les gens ont plus besoin d'aide individualisée et personnalisée que d'aide dans les soirées de partage. Alors, les soirées de partage, c'est clair. Au début, on avait presque trop de monde. Les 4-5 premières années, ça a été vraiment parfois difficile à gérer parce qu'une soirée avec une trentaine de personnes, c'est beaucoup. Là, on s'est posé des questions, comment on allait résoudre la chose. Puis petit à petit, ça a dégringolé. Et on est arrivé à 1-2 personnes pendant un certain temps. Alors, on a réfléchi justement quel était le phénomène qui avait bien pu se passer. On s'est rendu compte que c'était plus nécessaire d'avoir une aide personnalisée et individualisée, que les gens n'ont pas forcément tout de suite envie de venir écouter les problèmes des autres et parler du leur face aux autres. Les gens arrivent au bout maintenant de 6 mois, 1 année à venir de nouveau. Donc en passant par cette étape d'aide individualisée, on a réussi à relancer la machine et on a aussi lancé un projet qui me courait dans la tête depuis longtemps, c'est l'intervention précoce pour les proches, qui est le pendant d'un programme qui existe d'intervention précoce et du suivi précoce pour le malade. Et ça nous a de nouveau donné l'occasion d'avoir des proches qui viennent, mais ils viennent chercher de l'aide à un moment où ils ne sont pas encore épuisés. Donc ça redonne aussi une nouvelle dynamique. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça, effectivement, vous parlez d'une association. Tous les groupes ne sont pas forcément hébergés sous une forme associative. Il y a des groupes qui sont tout à fait informels, il n'y a pas de structure derrière. Donc ça demande aussi en fait la capacité aux membres du groupe de pouvoir gérer en fait le collectif. Donc là, vraiment dans l'expérience que vous nous exposez là, on voit déjà qu'il y a une approche assez professionnelle, on va dire, de la problématique des personnes qui fréquentent en fait de votre association, de pouvoir analyser quels sont leurs besoins avant, pendant, après, les différentes dynamiques aussi de participation individuelle, collective, et puis qu'il faut effectivement mixer ces approches. Donc ça devient quand même complexe de pouvoir réussir aujourd'hui, peut-être dans la continuité en tout cas de votre projet, à proposer des choses qui sont suffisamment diversifiées pour que les gens en fait restent. Bon, alors c'est vrai qu'une association, c'est un être vivant quand même, qui est composé de gens tout aussi vivants. Et puis, ma foi, il y a des périodes où ça peut marcher plus ou moins bien, mais enfin, il faut quand même chercher à savoir pourquoi. Il faut chercher, voilà. Il y avait d'autres madames, peut-être aussi, qui avaient une expérience à partager ? Oui, volontiers. Moi, je parle d'une situation a priori complètement différente, parce qu'il n'y a pas de guérison de la réalité de la mort. Donc, je parle de parents d'abord qui ont perdu un enfant. Et alors, le point de départ, ça a été en Angleterre et puis ensuite aux États-Unis. Et puis, au moment où notre fils est décédé, ça a été aussi quelques semaines après, on a été connectés par des amis américains pour nous signaler ce tout petit noyau qui commençait à Zurich et qui s'est appelé Regenbogen, c'est-à-dire arc-en-ciel. Et nous avons participé à ce groupe qui fait partie d'un mouvement très large qui est en anglais The Compassionate Friends, qui existait depuis... Il faudrait que je regarde les dates, je ne suis pas très forte, mais c'est pas grave. C'est 69 ou quelque chose comme ça en Angleterre. Et peu à peu, les groupes se sont multipliés en Suisse et on a créé une association. Et puis là, alors il y a 500-600 membres en tout cas,
et des groupes qui se rencontrent régulièrement. On a fêté les 25 ans l'année dernière. Un autre volet de l'histoire, c'est la situation particulière du deuil après suicide, qui est une situation particulièrement cruelle et difficile à gérer. Et donc, la manière dont nous avons nous-mêmes alors créé l'ensemble de ces groupes deuil après suicide, c'est que j'ai eu contact, je crois que par le journal, avec d'autres personnes qui avaient récemment perdu un enfant par suicide. Vous dites par journal, comment Le newspaper, je ne sais pas si c'était... Mais vous avez eu connaissance de ces gens par le biais... Dans les avis mortuaires. Ah, d'accord. Voilà. J'ai connecté 2 ou 3 personnes, j'ai été à rencontrer avec mes connaissances déplorables de suisse allemand, mais on s'est tout de suite compris. Et ça a été un premier cadeau, en fait, la confiance réciproque. Et puis, à partir de ça, avec une amie qui avait perdu son enfant, mais pas par suicide, mais par accident de montagne, on a commencé à créer un groupe à Zurich qui s'est ensuite branché sur l'association Arc-en-Ciel. Et puis, l'étape suivante, c'est que, vivant maintenant beaucoup plus en Suisse romande, et constatons que le deuil après suicide est encore difficile, que ce soit perdre un enfant, perdre un parent, perdre un frère ou une sœur, et même parfois perdre un ami. J'ai créé un groupe qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et qui se rencontre une fois par mois, etc. Et tout ça, c'est de manière... disons, il n'y a pas eu de boosting ou de guidance d'une sorte ou d'une autre. En fait, c'est venu par la dynamique du besoin de partage. Et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que le groupe qui existe depuis 10 ans maintenant, est-ce que les personnes sont toujours engagées de la même manière? Elles viennent? Alors c'est un groupe ouvert, contrairement aux groupes qu'on peut rejoindre dans les paroisses ici à Lausanne ou dans d'autres régions. C'est un groupe ouvert, c'est-à-dire que les gens viennent où ils sont libres de venir ou ne pas venir. Alors que les groupes fermés, c'est des groupes qui ont un programme de travail du deuil sur 8-10 séances, etc., où il y a un engagement. Alors, ma manière de faire, c'est quand les gens me téléphonent et me racontent leur histoire, ou que j'ai par des personnes interposées, je rencontre toujours chez moi, individuellement, la personne qui peut dire ce qu'elle a besoin de dire, et puis après je lui explique un peu en quoi ça consiste de faire suivre ce groupe, et je leur dis que c'est préférable, avant de décider, de venir si possible 2-3 fois de suite, parce que chaque groupe est différent. Et puis on a peu à peu utilisé un peu les structures. J'avais créé une charte pour Arc-en-Ciel et c'est au fond notre point de départ. Et voilà, et on se rencontre une fois par mois en principe. Et maintenant, on est en restructuration parce qu'après 10 ans, c'est devenu un peu lourd. On avait en Suisse allemande aussi fait 10 ans d'animation de ce groupe et c'est continué par d'autres. Moi, ce qui me frappe là ce qui me frappe dans vos témoignages, c'est que vraiment, il y a l'air d'avoir une personne qui porte pas mal de choses dans le groupe, non? Peut-être que je l'entends pas, mais et ça, je sais aussi que dans l'expérience des groupes, au bout d'un moment, cette personne, elle s'épuise parce qu'elle a l'impression de devoir justement porter ce groupe, l'animation, le leadership, etc. C'est des phénomènes qu'on retrouve souvent dans les dynamiques de groupe.
Et ça, nous, on en a vu. Hein. On en a vu des gens qui sont venus épuisés, qui en avaient marre du groupe, qui n'arrivaient pas forcément à se répartir les responsabilités, ou peut-être qui n'arrivaient pas et qui ne voulaient pas. Hein. Il y a des phénomènes assez complexes par rapport à ça. Quelles sont un petit peu vos expériences par rapport à ça ? Vous avez vécu des moments comme ça ? Ou comment ça se passe peut-être dans la répartition du groupe ? Angela ? Alors pour moi, à un moment donné, c'était dur parce que comme je suis atteinte du lupus, je suis malade comme elle. Et je ne peux pas faire toutes les choses comme quelqu'un qui est en pleine santé. Donc j'ai aussi mes moments de crise. Et il s'est trouvé aussi le fait que porter les gens, c'est difficile parce que quand on est en pleine santé, on arrive à tirer les personnes vers nous. Mais quand nous, on est déjà fatigués et puis que la personne qui est en face est fatiguée, elle nous moi, j'ai tendance à pomper ce qu'il y a la personne qui est en face de moi. Donc, pour moi, c'était très dur d'avoir encore ces problèmes à elle sur moi. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que j'étais très fatiguée. Et en plus, en animant un groupe, ce qui est difficile quand on est nous-mêmes lupiques, c'est que des fois, on a aussi envie de parler, de se relâcher. Et nous, on est toujours un peu en retrait parce qu'on anime le groupe, on a créé le groupe. Donc, ils ont des fois oublié que nous aussi, on fait partie du groupe. Et puis, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un fonctionne avec des animations tournantes ou ce n'est pas toujours forcément à vous d'assumer Là, j'ai délégué. Pardon ? Là, j'ai délégué. Vous avez délégué. Qui a vécu ça ou qui a des techniques ou, pour se dire comment déléguer ? Ça, c'est un sujet vaste. Bonsoir. Alors, moi, je suis maman d'un enfant épileptique. Et dans le multipack, c'est une épilepsie d'un syndrome rare. Et ils sont 2 en Suisse. Donc, et l'autre famille ne souhaite pas nous rencontrer. Donc, bon, voilà, seule dans le... Mais je suis coordinatrice avec une autre maman du groupe Parents d'enfants épileptiques sur Genève. Et puis, en fait, j'ai repris on m'a donné le flambeau. Une maman a relancé le groupe d'entraide à Genève. Et puis, elle a déménagé sur Vaud. Et quand elle nous a annoncé son déménagement, elle me dit « Bon, Lamia, je te passe le bébé. » D'accord. On reprend et en fait, c'est de l'apprentissage sur le tas. Et puis, moi, ma grosse frustration, c'est que globalement, dans les réunions proposées, grand maximum 5 familles viennent, alors que loin de là qu'il n'y ait que 5 familles concernées par l'épilepsie sur Genève, ou environ, ou France voisine. Et c'est vrai que là sont mes questions, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens, ça ne les intéresse pas ? Je ne sais pas si ça ne les intéresse pas. Est-ce qu'ils ne savent pas ? Les médecins, moi, ce n'est pas les médecins qui m'ont dit que EpiSuisse existait. J'ai trouvé toute seule. Voilà, c'est des questions qui font que, oui, je veux continuer, ne serait-ce que pour 5 familles à chaque fois, mais j'aimerais bien, entre guillemets, être utile pour un peu plus grand nombre. Donc vous seriez prête à animer un groupe bien plus nombreux ? Oui et non. Dans le sens où je me dis, mais est-ce que ce que je leur apporte est suffisant ou pas ? Qu'est-ce qu'il y aurait besoin de plus ? Comment ? Mais comme je n'ai pas de répondant en face, c'est un peu frustrant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas de répondant ? Ça veut dire, comment ça se passe ? Dans le sens où quand les personnes viennent, je leur demande, est-ce que ça vous convient ? C'est juste des échanges, des partages, des écoutes. Voilà, un tel médicament, alors c'est une catastrophe au niveau des effets secondaires ou des choses comme ça. Voilà, des partages d'expériences de nos vécus. Puis je dis, mais voilà, à la fin de la séance, à chaque fois, est-ce que ça vous convient sous cette forme ? Oui. Bon. Donc, quoi faire de plus si ceux qui viennent disent oui, mais ceux qui ne viennent pas, comment faire pour qu'ils viennent ? Alors, oui, Madame Poget.
bonsoir. J'anime un groupe de proches de... C'est bizarre avec cette... Un groupe de proches de personnes qui ont une lésion cérébrale acquise après un traumatisme crânien ou AVC ou tumeur du cerveau depuis bien 10 ans. Justement un peu ce problème que j'entends, les gens, comment les faire venir, le groupe revient plus petit, il agrandit. Nous, on a un noyau qui est assez fidèle, qui est toujours là, et puis on a bien des gens qui viennent, qui restent peut-être 3-4 fois, qui repartent. C'est aussi ouvert, disons, on n'est pas obligé de suivre, c'est vraiment selon le besoin. Et là, j'entends des personnes qui disent, mais comment j'aimerais bien aider, j'aimerais bien que les gens viennent. Mais en fait, moi, je vois ça autrement. Les proches qui ont des problèmes ou ceux qui sont concernés ont des besoins. Et s'ils ont des besoins, ils auraient besoin de chercher une solution. Et je me suis souvent posé la question quand on voit arriver des nouveaux proches qui disent, mais pourquoi on ne m'a pas dit que ça existait avant ? Ou bien... Là, on a un proche qui est venu 2 fois, mais ça lui fait tellement du bien. Ça fait juste 3 ans qu'elle est confrontée avec ce proche, avec un AVC. Et puis, elle dit, mais oui, pourquoi on ne m'a pas dit et comment ça se fait ? En fait, on dirait que c'est méconnu. Et en même temps, nous, notre association, on a quand même presque 300 membres. On a tout qui est sur le site internet, on se fait connaître, on envoie des flyers, on a beaucoup de proches et tous ces proches ont des besoins et c'est très lourd comme pour chaque maladie. Être proche de quelqu'un qui est malade est très lourd. Donc il y a des besoins. Mais pourquoi ces proches ne viennent pas ? Est-ce que c'est trop difficile de se libérer parce qu'on est déjà tellement pris par la vie de travail et de soins ? Ou est-ce qu'on s'oublie comme proche et on pense que c'est lui qui a besoin ? Maintenant, je suis à la place du proche. Il y a aussi le problème chez les concernés. Nous, on pense par rapport aux proches. On s'oublie, le proche a tendance à s'oublier. Moi, je n'ai pas besoin. Puis au fond, il souffre, il a beaucoup de besoins, mais il ne les reconnaît pas. Alors, il cherche juste la solution pour son proche. Je ne sais pas, je trouve aussi, c'est pour ça que je suis venue ce soir, je me suis dit, mais comment faire que le proche... ou maintenant, oui, il y a d'autres qui sont concernés, comprennent que c'est une alternative qui aide beaucoup à se décharger, à prendre du recul aussi comme proche, à ne pas trop s'investir, à acquérir aussi des compétences, parce qu'en fait, on vient par ce qu'on entend des autres, on devient de plus en plus expert. Et en même temps, ça soulage beaucoup. Il y a une personne qui venait régulièrement, elle me disait « mais je préfère venir ici qu'aller chez le psychiatre ». Une autre aussi dit facilement, quand elle témoigne, elle dit « mais heureusement que ce groupe existe parce que je n'aurais pas survécu ». Donc on voit qu'il y a des personnes qui viennent, qui ont beaucoup c'est vraiment très aidant, mais tous les autres qui ont les mêmes besoins, les mêmes conflits, les mêmes souffrances, restent dans leur souffrance. On dirait que, moi j'ai l'impression des fois qu'on se complaît presque dans une souffrance parce que je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement qu'il y a là une complexité qui est celle du fait que l'entraide, déjà de demander de l'aide, d'aller rencontrer un groupe, de faire ce pas-là, déjà c'est extrêmement compliqué, c'est difficile par rapport aussi au contexte de vie d'une société dans laquelle on est, où en fait on doit tous un peu d'une certaine manière être responsables de ce qui se passe pour nous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent mais c'est pas de votre faute. Donc il y a cette complexité-là de se dire, de dévoiler un peu le fait qu'on a besoin d'aide, d'aller chercher l'aide, et en plus après d'en parler. Donc ça demande quand même, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Et en même temps, vous qui êtes impliqués dans le groupe, on dit mais on pourrait faire beaucoup plus. On pourrait toucher beaucoup plus de monde, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Donc comment être plus visible, communiquer qu'on existe. Donc il y a un peu ce paradoxe entre... justement, je disais en introduction quand même une problématique qui est silencieuse dans l'ombre, où effectivement en Suisse alémanique, la notion de l'entraide autogérée est beaucoup plus développée qu'en Suisse romande, parce qu'il y a aussi une question culturelle, de comment aussi on est en lien dans cette notion de l'entraide et de la solidarité, comment est-ce qu'on l'exprime, et puis se dire après qu'il y a quand même 2000 groupes qui existent en Suisse, 200 dans le canton de Vaud, et on ne les connaît pas suffisamment.
Donc là, il y a encore du boulot. Et ça, j'aimerais bien après peut-être qu'on prenne encore un petit moment pour parler un peu des enjeux peut-être, parce que là, il y a des acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les associations, que ce soit les politiques, qui devraient peut-être aussi être plus actifs. Anne. Oui, alors typiquement par rapport à la fréquentation, c'est vrai que tous les proches ont des besoins. Et je parlerai que de ce que je connais. C'est-à-dire que nous, on a remarqué que les soignants, et donc pas seulement les médecins, mais les soignants jouent un très grand rôle dans la suggestion aux proches de se faire aider. Et c'est par ce biais-là que depuis novembre 2013, on a décidé de se rapprocher de nouveau des soignants un peu plus. On a créé un groupe de travail, de réflexion avec aussi bien des gens de l'hospitalier que de l'ambulatoire pour chercher toutes les portes d'entrée par lesquelles on peut accéder aux proches. Alors, c'est vrai que dans certains moments, par exemple, surtout au moment du diagnostic, c'est très difficile pour un proche de se dire « Ah, youpi, j'ai trouvé, je vais aller à un groupe d'entraide, c'est génial ». C'est souvent les gens appellent en disant « Ah, il y a tant de temps que j'ai votre dépliant. Là, c'est une période un peu plus calme, c'est un peu mieux, j'ai envie de penser à moi, et voilà, je viens ». Mais ces portes d'entrée sont extrêmement importantes parce qu'à terme, elles débouchent sur un contact. Et nous, on a été absolument sidérés. La dernière réunion de partage au début de ce mois, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, on s'est retrouvés avec 19 nouvelles personnes. Donc, on s'est dit, alors moi, j'ai toujours dit ça depuis le début, et je l'ai cité, c'est que Lilo cherchait toujours à créer des passerelles. Et je dis volontiers que j'ai eu l'impression pendant des années de creuser un sillon avec une cuillère à café, d'y mettre quelques graines. Parfois l'orage est trop important, tout est recouvert, mais il y a toujours quelque chose qui finit par germer et par éclore. Et je pense que alors on n'est pas très satisfait encore, parce que pour le moment on a touché que l'hospitalier, l'ambulatoire, donc les choses institutionnelles. On aimerait toucher aussi par exemple les psychiatres privés, les généralistes, enfin bref. Mais je pense que ce sont vraiment ces gens-là dans le réseau qui peuvent inciter les proches à venir et à se faire du bien en disant écoutez, nous on constate là maintenant ce serait bien. Et j'ai été très étonnée, par exemple hier j'ai reçu le téléphone d'une dame qui avait eu, son fils a été hospitalisé il y a 2 mois, pendant 1 mois. Elle a vu pour la première fois l'infirmière qui va être le case manager de son fils, qui lui a donné la semaine dernière le dépliant, et elle a déjà appelé. Et là, je me suis dit, oh, ça c'est génial. Parce que jusqu'à, il y a encore, je dirais, l'année dernière, on avait des gens qui venaient après 4 à 6 ans d'épuisement et de solitude. Et là, on se rend compte maintenant qu'on a des gens qui viennent au bout, là c'est le plus court jusqu'à maintenant, mais au bout de quelques mois seulement. Mais c'est quoi? C'est l'effet du case manager? C'est le fait que vous êtes plus connu ou peut-être que les gens osent plus? Alors il y a plusieurs phénomènes, entre autres, je pense qu'il faut prendre de temps en temps son bâton de pèlerin. J'ai été voir toutes les divisions à Seri qui s'occupent pour le moment, donc c'est Minkowski, c'est vraiment la section qui s'occupe de la schizophrénie. Prochaine étape, c'est les autres troubles. Et je crois que c'est vraiment... Et j'ai remarqué, parce que je me disais, il faut frapper les esprits. Anne Leroy, c'était quelqu'un qui de temps en temps passait et donnait des dépliants ou des cartes de visite. Mais une fois que j'y suis allée, j'ai demandé un rendez-vous avec l'équipe et j'ai discuté pendant 1 heure, l'impact est complètement différent. Donc ça, je crois que c'est le bâton de pèlerin, ça compte. Le bâton. Angela, vous voulez dire? Alors moi, mon groupe est tout petit, ça fait que 2 ans. Depuis 1 année, le CHUV collabore avec nous. J'ai la chance aussi d'être soignée là-bas avec le chef de clinique du CHUV.
Donc, ils nous recommandent, ils donnent des flyers aux gens qui sont hospitalisés. Moi, j'ai une dame qui a été diagnostiquée et le jour d'après, elle m'appelait. On me disait, on m'a donné votre petite brochure, aidez-moi. Alors, nous, on n'a pas trop le droit d'aller visiter les gens dans les hôpitaux, c'est un peu encore... ça se fait pas trop. Je l'ai rappelé le lendemain, elle m'a dit, vous savez, vous avez été mon rayon de soleil, de vous entendre, votre vivacité, en sachant qu'on arrive à vivre avec, ça m'a donné ce petit coup de pouce. Donc nous, on a réussi, je ne sais pas comment, par un miracle, mais les hôpitaux donnent des flyers, on a été recommandés par l'AI, par des clients qui vont dans des pharmacies. Moi, j'ai plusieurs personnes, et des simples généralistes qui donnent notre prospectus. Tout Vous ça. avez des petits nains qui vous aident alors? J'ai eu un miracle, je vais dire. Alors, je ne sais pas, nous, on n'a pas pris de bâton de pèlerin, mais on a eu plus de chance. Mais effectivement, alors on entend là qu'il y a effectivement une porte d'entrée, puis ça on l'a aussi constaté, on essaye aussi avec Info Entraide Vaud de pouvoir beaucoup plus promouvoir la question de la problématique de l'entraide autogérée auprès des professionnels de la santé, parce que il y a quand même un certain nombre de groupes dont le thème en fait se rattache quand même à la question de la santé, mais il n'y a pas que la problématique de santé aujourd'hui concernant les groupes d'entraide. Donc, quels pourraient être un peu les autres leviers sur lesquels travailler aujourd'hui pour faire en sorte que la lumière soit faite sur l'entraide autogérée pour que ça soit plus forcément quelque chose qui soit une aide discrète? Madame. J'enseigne aux travailleurs sociaux et dans la filière ergothérapie ici à Lausanne, dans la formation de base et puis aussi dans la formation continue. Et c'est vrai que pour moi, ça me tient à cœur, en fait, alors je ne présente pas forcément toutes les associations, le but, ce n'est pas de faire ça dans le cadre de la formation, mais de plutôt présenter qu'est-ce que c'est que l'entraide, qu'est-ce que c'est qu'une association, qu'est-ce que c'est les mouvements sociaux, quels sont les différentes intérêts et causes qui peuvent être mises en avant, et de montrer aussi un peu l'hétérogénéité de ce qui existe, et puis de donner les sources d'informations. Donc plutôt, Beneva Lavo avec la liste qui existe. Et en particulier, moi, je travaille sur des questions surtout de psychiatrie santé mentale, et on collabore d'ailleurs avec Madame Leroy dans la formation, où elle intervient aussi du coup. Et c'est vrai que j'ai aussi essayé d'établir des listes du coup avec des noms de sites internet et autres que je donne aux étudiants et que j'invite aussi à compléter par ailleurs. Je pense que dans la formation maintenant, ça devient un incontournable et peut-être que c'est pas le cas partout, mais quand même ça, juste pour dire que ça se met aussi un peu en place quand même. Merci, je suis ravie d'entendre qu'effectivement les lieux de formation sont des lieux privilégiés dans lesquels effectivement on peut faire passer des messages, c'est des futurs professionnels aussi qui vont côtoyer différents publics. Et c'est aussi quand même toujours l'effet papillon ou boule de neige. Ça, c'est effectivement, il ne faut pas le... Et peut-être là, c'est ce que vous avez peut-être réussi à faire, en fait. C'est qu'il y a quand même des personnes qui connaissent et qui en parlent encore autour de personnes, des réseaux qui s'élargissent, etc. Et ça revient, en fait, à des oreilles de personnes qu'on n'avait pas forcément imaginées. Et ça, je pense que autant dans le bénévolat que dans l'entraide autogérée, le bouche à bouche reste... le bouche à oreille, le bouche à bouche, ça va bien. C'est parce que j'ai commencé à avoir faim. Le bouche à oreille, faites pas du bouche à bouche, pitié. Le bouche à oreille reste quand même un outil de communication très efficace. Voilà. Alors, donc, on a vu qu'effectivement, accéder aux professionnels, les lieux de formation, est-ce que le niveau politique pourrait jouer quelque chose? Vous les voyez? Ou vous êtes... mademoiselle? Je crois que c'est le moment que j'intervienne parce qu'en fait, je viens du canton de Genève et puis là, je fais un stage à la Direction Générale de la Santé. Oui, je vous ai reconnu. Bien. Dans le cadre duquel, en fait, je dois faire un inventaire de tous les groupes d'entraide pour les proches aidants sur le canton de Genève. Voilà, donc c'est un travail qui a déjà été fait sur le canton de Vaud. Puis sur Genève, on est toujours un peu à la traîne, donc on suit. Et puis effectivement, donc, j'ai recensé 41 groupes d'entraide pour l'instant sur le canton. Et puis de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de... Comment on peut dire ça? Il n'y a pas beaucoup de communication en fait dans le milieu associatif et il n'y a pas beaucoup de relais des institutions politiques non plus. Et moi en fait j'avais plutôt une question pour vous.
parce qu'une structure comme Bénévoles à vous n'existe pas sur Genève. Et puis, je voulais savoir comment est-ce que vous déployez votre action à Genève. Est-ce que ça serait pertinent, justement, de créer une structure comme celle-ci à Genève? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque, en fait, de communication. Il y a beaucoup d'associations qui font la même chose, qui ne se connaissent pas. Et puis, on m'a beaucoup mentionné ça, en fait. Ah, mais Bénévoles à vous, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, j'ai entendu au début que vous vous occupiez de Genève. Enfin, voilà. Génial. Mais... Alors, oui, alors la réalité genevoise. Oui. Voilà, il y a des réalités, en tout cas, si on parle de la Suisse romande, qui sont vraiment, effectivement, particulières selon les cantons. Voilà, peut-être, il y a une étude nationale, on a rencontré M. Poggia aussi dernièrement, intéressé par la question, par contre, toujours la question d'argent derrière. Mais oui, ça bouge, et puis je pense que votre implication dans le projet va grandement, en tout cas, nous aider par rapport à la dynamique, la promotion de l'entraide sur Genève. Véronique. Voilà, puis juste pour compléter, c'est vrai que cette étude nationale va vraiment nous en dire plus. Votre travail aussi, Annette, je pense qu'il nous sera précieux. Et puis l'année prochaine, on va faire un événement qui va s'appeler Lumière sur l'entraide autogérée, qui aura lieu à Genève. C'est pas un Lumière sur l'entraide autogérée, c'est pas une conférence comme ce soir, on a choisi le même titre, mais c'est un événement en plusieurs étapes qui s'adresse premièrement au groupe d'entraide autogérée genevois. La première étape, c'est pour les informer que le centre vaudois existe et qu'il est là à leur disposition pour un tas de services qui sont aussi offerts au groupe genevois. La deuxième étape pour ces groupes d'entraide, ce sera d'être formés sur une thématique qu'ils auront choisie. Et puis la troisième étape, c'est ce fameux marché de l'entraide qui s'appelle Lumière sur l'entraide autogérée, et où là, les groupes d'entraide autogérée genevois auront l'occasion de se présenter aux professionnels et puis, s'ils le souhaitent, aussi au grand public. Donc ça, c'est un événement qu'on a organisé cette année dans le canton de Fribourg. On va le réitérer l'année prochaine à Genève, et puis après 2016-2017, comme ça, au Valais. Donc voilà, ça c'est notre façon de travailler actuellement sur les 3 cantons. Mais c'est vrai qu'une des problématiques, je vous donne après la parole, c'est de trouver en fait un ancrage. Il faut trouver un ancrage dans les cantons d'une organisation qui porte un peu la question de la promotion, qui fédère un peu les groupes existants. Et puis ça, on a bien vu que dans l'initiative de Fribourg, cette année, il y a des volontés politiques, il y a des groupes d'entraide qui sont intéressés, qui ont des besoins, qui les expriment. Mais après, quand il faut trouver quelqu'un qui porte l'action, c'est là que ça devient compliqué. Donc là, après, si on arrive à trouver sur Genève une structure suffisamment solide, avec les reins suffisamment solides, qui pourrait faire démarrer quelque chose, ça serait l'idéal, quoi. Oui, madame. Merci. Alors nous, on vient aussi de Genève et on est très intéressés par rapport à ce dont vous venez de parler. Est-ce que ces 3 réunions ont déjà une date ? Non, d'accord. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans la phase d'exploration et vous recherchez justement un lieu et une structure qui pourrait porter ou ces 3 événements ou non ça... Donc c'est vraiment un événement qui est prévu pour l'année prochaine. Donc on attend de finir l'année avant de lancer un petit doodle ou une invitation à tous les groupes d'entraide pour cette première étape de soirée d'information. Après, notre but, c'est pour la 3e étape qui est le marché, le Lumière sur l'entraide autogérée. Là, évidemment, un des buts, ou un but peut-être pas direct, mais ce serait qu'une structure, une association ou une institution découvre un peu l'entraide autogérée et puis disent pourquoi pas, moi finalement je travaille déjà sur les thèmes d'entraide et je pourrais étendre mon activité et puis abriter en mon sein un centre Info Entraide Genève. Voilà, ça on est toujours en recherche, mais c'est pas nouveau. Depuis le temps qu'on travaille sur la promotion de l'entraide autogérée en Suisse romande, nous on a toujours essayé
faire en sorte que des centres puissent se créer. Et on y est arrivé, en tout cas dans le canton du Jura, qu'il y a un nouveau centre qui a démarré l'année passée. Et donc on espère que le mandat roman ne nous soit plus attribué, mais qu'il soit vraiment restitué dans chaque canton. Voilà. Juste peut-être, justement, c'est un cycle sur les 3 cantons, hein, donc Fribourg, Genève et le canton du Valais, où il n'y a aucun centre de contact qui existe pour l'instant. Et puis l'idée, c'est de transposer justement le concept que vous a décrit Véronique tout à l'heure, pour justement arriver en fait, parce que le problème pour convaincre les politiques comme ça, c'est d'avoir la documentation, d'étayer vraiment la problématique et de dire mais il y a un réel besoin, ce besoin il se chiffre à tant en termes de volume et puis en termes de volume financier aussi. Et puis là, c'est un peu les nerfs de la guerre de se dire il y a des volontés, il y en a, mais après il faut quand même soutenir ces volontés. Et c'est là aujourd'hui, je dis qu'il y a aussi un enjeu par rapport à l'aspect politique, même si sur le canton de Vaud, il y a la question des proches aidants, ça roule, il y a tous les cantons romans qui sont maintenant partie prenante de cette action cette année. Ça reste quand même des soutiens financiers qui sont assez maigres. Donc là, il faudrait effectivement réussir à avoir un impact un peu plus conséquent, collectif, être plus visible. Mais voilà, on fait parce que nous, on est salariés de notre organisation pour faire ce travail-là, mais quand on est impliqué dans des groupes d'entraide, la plupart du temps, c'est en plus d'autres choses, c'est du temps qu'on donne, et puis effectivement, prendre son bâton de pèlerin, d'aller rencontrer les gens, discuter, c'est pas rien comme travail. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aurait une question? Sinon, on va arriver gentiment au terme de cette soirée. Je voudrais pas faire... Oui ? De la journée des proches aidants et de tout ce projet qui a été mis en place. Mais là aussi, ça nécessite de la part des associations une grande vigilance. Parce que l'exemple vaudois, il a commencé de façon un peu curieuse quand même. Je me rappelle très bien, en 2011, M. Maillard était intervenu lors d'un colloque qui s'était tenu à l'université. Alors, je faisais partie de l'organisation. À la fin, il y avait une table ronde. Et ce projet des proches aidants avait déjà été mentionné. Et je me suis permis de poser la question si les proches feraient partie du projet des proches aidants. Alors on m'a dit oui. Dès lors, bien sûr, je me suis dit il faut veiller à ce qui va se passer. Et c'était quand même très intéressant de voir que le projet a commencé avec des associations qui n'ont fait que parler au nom des proches. Et c'est là, je pense, aussi où les politiciens, parfois, il faut vraiment les suivre de près. C'est que Lilo a mis 2 ans pour arriver à mettre le pied dans le projet. Chaque fois, je suis allée pendant presque 2 ans voir tous les 2 mois la chef de projet pour lui dire « Coucou, on est là et les proches aimeraient avoir voix au chapitre ». Donc, je trouve que de temps en temps, il faut vraiment se méfier de ce qu'ils disent parce qu'ils ont de très bonnes intentions. Mais au moment de passer à la phase pratique, là, on est un peu moins bienvenu. Mais là, maintenant, c'est bon. Tout à fait, on est exactement au cœur de l'espace Dickens, puisque c'est un lieu de ralliement de la société civile qui a pour but justement de débattre de sujets comme ça, en lien aussi avec les autorités, les entreprises, tous les acteurs qui composent la société. Donc ce que vous relevez là, c'est justement la culture du débat, de la discussion et de la forme et de la participation en fait de tous les acteurs de la société. Mais c'est bien d'avoir pendant 2 ans chapeau.